Je passe le mot à Monsieur Murray pour le mot bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir encore aujourd'hui de terminer ça en beauté. Comme je le disais l'autre jour, c'est suite à une année sabbatique hors de notre contrôle l'an passé. On s'est décidé de revenir avec une nouvelle formule sécuritaire, chacun chez vous. Alors, on se réinvente cette année avec des webinaires. À la fin, vous allez avoir des sondages. Ça va nous guider pour une prochaine édition. Moi, je pense que ça va continuer dans le temps. Vos commentaires vont tout être analysés un par un, scrutés à la loupe, et on va prendre le meilleur de tout ce que vous avez dit. Et si vous avez des idées de génie pour les prochaines années, n'hésitez pas à appeler le comité que vous voyez là. Moi, c'est moi qui parle, mais il y a beaucoup de rencontres dans ça pour que ça soit vivant, que ça soit comme vous l'avez eu cette année. Alors, n'hésitez pas. J'espère qu'on viendra avec une formule. J'ai aucune idée si ça sera en salle, si ça sera mix, si ça sera les deux. Mais on verra là, dans les années prochaines si la formule qu'on prendra pour. C'est sûr que ça va continuer dans le temps. L'année passée, c'était hors de notre contrôle, mais je pense que ça va perdurer avec des sujets tout aussi captivants. Je remercie aussi tous les conférenciers qui se sont joints à nous cette année, qui ont participé, qui ont mis ça vivant. Alors, je remercie tout le monde, puis bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, M. Murray. Donc, on va entamer la première conférence sur les facteurs de risque pour la mouche des semis dans les grandes cultures, présentée par Sébastien Bockel, chercheur en entomologie au Sérum. Avant tout, M. Bockel possède un doctorat en biologie du comportement des insectes de l'Université Picardie-Jules Verne en France. Pendant son doctorat et son post-doctorat réalisé à Agriculture et Agroalimentaire Canada à Fredericton, il a œuvré à étudier le comportement des pucerons non colonisateurs de la pomme de terre et à déterminer leur implication dans l'épidémiologie du virus Y de la pomme de terre. Il a également contribué à déterminer le mode d'action de l'huile minérale pour lutter contre la dissémination de ce virus dans les pommes de terre de semences. Sébastien s'est joint à l'équipe du Sérum en janvier 2018 afin de développer des projets de recherche sur les problèmes entomologiques qui altèrent la production des grains du Québec, avec une emphase particulière sur les méthodes de lutte alternatives s'inscrivant dans une gestion intégrée des ravageurs des cultures. Normalement, tout devrait être bon. J'en profite pour remercier le comité organisateur pour l'invitation, les producteurs de grains du Saguenay-Lac-Saint-Jean également, et Hélène Brassard, avec qui je suis en contact assez régulièrement, puis qui m'avait proposé aussi de présenter ces webinaires. Alors aujourd'hui, on va parler de mouches des semis, surtout dans les grandes cultures. Mais je vais vous parler de facteurs de risque, de stratégies de lutte. Puis je vais vous présenter aussi des résultats de recherche qu'on a obtenus au cours des dernières années et aussi des projets de recherche qui s'en viennent au Sérum. Donc, ce qu'il faut savoir, la mouche des semis, ça fait partie d'un complexe qu'on appelle Delia. Et la mouche des semis, son nom scientifique, c'est Delia platura. Donc, on peut voir en haut à droite. Delia platura. Toutes ces mouches, en fait, dans ce complexe, on a quatre grandes espèces. Donc, on va parler de la mouche des semis, Delia platura, la mouche du chou, Delia radicum, la mouche de l'oignon, Delia antica, et la mouche granivore du haricot, Delia florilega. Donc, ces espèces sont très, très difficiles à différencier. Bien souvent, c'est quelques poils au niveau du thorax qui nous permettent de différencier les différentes espèces. Donc, ça prend quelqu'un qui a de l'expertise en entomologie pour déterminer l'espèce de mouche. Donc, il faut savoir que ces espèces sont capables de différencier les plantes hôtes. Et Delia platura est la principale espèce qui est retrouvée dans le soya et dans le maïs au Québec. Donc, tout d'abord, les stades de développement, on a l'œuf qui est très, très petit, environ 1 mm de long, 0,3 mm de large. La couleur est blanchâtre, limite translucide, forme très allongée, fusiforme, légèrement courbée, avec un côté convexe et l'autre concave. On peut les observer vraiment à la base des plants en tout début de saison. Par la suite, on va avoir la larve qui va éclore des œufs. Donc là, très petite à l'éclosion, mais qui va grossir avec la maturité, donc jusqu'à 7 mm. On va avoir 3 stades larvaires. La couleur de la larve est plutôt blanc-crème, assez élancée, comme on peut voir ici. On peut voir aussi qu'elle ne possède pas de pattes ni de tête, mais on peut voir, par exemple, les pièces buccales
qui vont permettre de grignoter les plants. On a également la présence de tubercules, de petits points vraiment à l'arrière de la larve. Par la suite, la larve à maturité va s'enfoncer dans le sol et puis elle va se transformer en pupe. Donc là, la pupe assez distinctive, on peut l'apercevoir quand on creuse à la base des plants également. 4 à 5 mm de long, de forme allongée, elle est brun rougeâtre, puis plus elle va maturer, plus elle va devenir foncée. On peut toujours observer les 2 petits tubercules de la larve en bas au niveau de la pupe. Et finalement, une fois que la pupaison est passée, on va avoir un adulte qui va émerger du sol. Donc ça ressemble en fait à une mouche domestique, mesure à peu près 4 à 7 mm. Les yeux sont rouges, donc ça c'est assez caractéristique aussi des mouches. Et le corps va être gris pâle, présence de longues soies sur le thorax. Et on va avoir également des ailes qui vont se reposer à plat au niveau de la mouche. Donc au niveau du cycle vital, les adultes en fait vont émerger au printemps après avoir passé l'hiver sous forme de pupe dans le sol. Donc les adultes vont émerger, on va avoir un accouplement et des pontes qui vont se passer dans les 5 à 7 jours après l'émergence dans le sol, au niveau des grains puis au niveau de la base des plants. Donc les œufs de la première génération vont éclore vers fin mai, début juin. Et par la suite, les larves vont se disperser dans le sol et vont commencer à essayer de trouver de la nourriture, donc les tiges, les grains en germination, les racines. Elles vont compléter leur cycle de développement en à peu près 1 à 4 semaines, dépendamment de la température. Et par la suite, on va avoir une transformation qui va se faire en pupe afin de compléter le cycle. Et on va avoir une nouvelle émergence d'adultes 7 à 14 jours plus tard. Et si on arrive plus tard en saison avec des températures un peu plus fraîches, ça va être également le mode de conservation pendant l'hiver dans les sols. Donc le cycle complet va durer entre 16 et 21 jours et on peut avoir de 2 à 4 générations par année. Souvent, ce qu'on observe aussi, c'est des générations qui vont se chevaucher. Donc, ce n'est pas vraiment des pics de population très clairs qu'on va avoir, mais on va observer de la mouche un petit peu tout le temps au cours de la saison. Au niveau des dommages que la mouche des semis peut causer, là, c'est causé essentiellement par le stade larvaire et principalement par la première génération qui coïncide grandement avec les périodes de semis. Donc la larve, en fait, va se nourrir de matière organique en décomposition, mais aussi des grains en germination puis des jeunes plantules. Donc ici, dans un grain de maïs, on peut voir une larve qui a vraiment grignoté le grain. Dans le soya, on peut voir aussi des galeries et en fonction de l'infestation, ça peut être plus ou moins marqué. Au niveau des signes d'infestation, on va parler d'une émergence lente, un peuplement clairsemé. Ça, c'est les premiers symptômes qui montrent qu'on pourrait avoir des problèmes de mouche des semis. Ça, c'est visible la semaine suivant l'émergence des plants. Donc ça, c'est vraiment des symptômes à surveiller. Toujours au niveau des dommages, on peut avoir la destruction des points de croissance. On peut avoir un retard de croissance, des galeries dans les grains. Donc on voit vraiment bien ici les galeries dans le soya. Les retards de croissance ici, comme on peut voir, on a quand même un développement, mais en comparaison à un plant témoin qui est beaucoup moins développé, ça va donner des peuplements clairsemés et puis des retards de croissance. Finalement, quand les infestations sont très fortes, on peut avoir un dépérissement des parties aériennes. On peut avoir également la mort du plant. Donc, tout ça, ça va causer la réduction de peuplement et potentiellement des pertes de rendement en fin de saison. Dans de rares cas, les fortes infestations peuvent provoquer une perte totale ou presque complète du peuplement. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc là, je vous ai montré une vidéo, j'espère que ça va bien passer à l'écran. C'est juste pour vous montrer un petit peu la vitesse, comment ça réagit une mouche, puis la larve de mouche des semis. Puis là, dans un plant de soya, on voit qu'elles sont vraiment en train de creuser les galeries puis de grignoter. Ici, sur la droite, on voit dans un grain de maïs aussi, on peut voir la larve, on peut l'apercevoir qui est en train de bouger, mais ça a vraiment grignoté, grugé une grande partie du grain. On a même une deuxième larve qui est un peu plus enfouie. Donc tout ça, c'est sûr que ça va causer des pertes de rendement ou la mort des plants et potentiellement des pertes de rendement en fin de saison. Donc, c'est quoi la problématique en fait avec la mouche de semis? C'est sûr que tout d'abord, c'est une source de préoccupation économique dans les régions septentrionales. Pourquoi? Parce que la température au moment du semis coïncide avec le développement de l'insecte. Par ailleurs, la présence du ravageur, elle est présente dans la grande majorité des champs, mais souvent les dommages sont sporadiques et imprévisibles. Donc, la plupart des champs ont de la mouche des semis, mais ce n'est pas forcément parce qu'on en a qu'on va avoir des grosses problématiques de mouche des semis. Donc, on a environ 2% des plantules qui vont être infestées dans la plupart des champs, mais parfois, ça peut monter
jusqu'à 30 ou à 60% et de perte de peuplement. Et seuls quelques champs vont présenter des problématiques majeures où on va avoir besoin, par exemple, de ressemer ou de prendre d'autres méthodes alternatives. Donc, quand les larves sont présentes dans le champ, bien sûr, il est trop tard pour agir. Ça, c'est une grosse problématique. Et donc, les questionnements qu'on a à l'heure actuelle, c'est quelles sont nos connaissances sur la mouche des semis, comment on peut aider les producteurs à lutter contre ce ravageur et comment on peut améliorer la gestion du risque contre la mouche des semis. Donc là, je vais passer au niveau des facteurs de risque pour la mouche des semis. Donc, tout ce qui est les conditions défavorables à la levée, donc les dates précoces de semis, des températures froides, des conditions humides, des sols lourds qui vont retenir l'humidité, tout ça, ça va ralentir la germination des grains et donc ça va augmenter la période à risque pour avoir des attaques liées à la mouche des semis. Je prends un exemple, un semis qui est fait hâtif, peu profond, suivi d'un printemps qui va être frais et pluvieux, bah là, on va allonger la période à risque, puis on peut avoir des problématiques de mouche des semis. Aussi, les sols qui sont riches en matière organique, donc présence de résidus de culture en quantité importante, la présence de mauvaises herbes, etc. Tout ça, c'est un facteur de risque pour la mouche des semis. Un des plus gros facteurs de risque, c'est l'ajout et l'enfouissement d'amendements organiques au moment du semis. Donc, tout ce qui est fumier, lisier, l'enfouissement d'engrais verts, tout ce qui est matière organique qui va se décomposer, puis qui se décompose, va être attractif pour la mouche des semis. Finalement, je voulais parler de l'historique d'infestation qui peut être un facteur de risque. Ce risque d'infestation va être plus élevé uniquement si on a des pratiques agronomiques qui vont favoriser la présence du ravageur. Donc, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce qu'une année, on a eu de la mouche des semis que l'année d'après, on va avoir une problématique, sauf si, bien sûr, on a la présence des facteurs de risque qui sont dans notre champ. Parce que la mouche, quand elle émerge en adulte, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher un endroit pour aller pondre. Mais si on n'a pas des facteurs qui l'attirent dans notre champ, bah, elle va aller chercher ces sites de ponte ailleurs. Donc ici, je voulais illustrer en fait les conditions défavorables à la levée. Donc ici, on va avoir le nombre de mouches des semis, puis ici, ça part du 1er mai jusqu'à fin mai. Donc nous, on a un modèle prédictif qui nous permet de prédire le pic de population de mouches des semis. Puis ce qui se passe, en fait, c'est qu'on voit que les populations vont augmenter pour atteindre à peu près un maximum. 50% des mouches qui vont avoir émergé à peu près au 19-20 mai de chaque année. Donc, si on prend une levée lente, par exemple un printemps frais et humide, où on va faire un semis qui va se situer vers le 7, 8, 10, 10 mai, ben là, la période avant d'avoir une levée va être relativement longue. On parle de 2 à 3 semaines. Et donc, toute cette période va être une période à risque. Il faut savoir qu'après la levée, la mouche a beaucoup moins d'impact sur la culture. La plante n'a plus besoin du grain pour germer. Et donc, elle est capable de supporter une certaine population de mouches des semis. Par contre, si on optimise la levée, qu'on essaie d'avoir des conditions favorables à la levée, puis qu'on a une levée qui se fait relativement rapidement, ben, on se rend compte que la période à risque est beaucoup plus courte et donc la mouche a potentiellement moins de temps en fait, pour faire des dommages à la culture. Au niveau des deuxièmes facteurs de risque, les résidus de culture. Donc là, on parle de résidus de culture en décomposition avec un travail de sol réduit. Ben là, ça peut constituer des sites de ponte pour la mouche des semis. On ne va pas avoir de problème de mouche des semis dans les champs où on n'a pas de travail de sol, par exemple du semis direct, ou alors quand on a seulement des résidus de soya ou de maïs qui sont présents, ce n'est pas forcément attractif pour la mouche des semis. On va avoir une augmentation légère des populations, mais pas de manière à impacter le rendement de la culture. Finalement, les amendements organiques, eux, vont contribuer à favoriser les fortes infestations. Donc là, les champs qui vont présenter de grandes quantités de végétaux en décomposition, par exemple, ça va favoriser les fortes infestations. L'engrais organique qui va être incorporé vivant, contrairement à ceux qui sont morts. Donc là, on parle d'engrais verts enfouis au printemps. Ça peut avoir un impact sur les infestations de mouches des semis. La matière organique, donc qu'elle soit les déjections animales principalement, qui sont incorporées au printemps, vont être des facteurs de risque. L'engrais organique qui vont être enfouis proche du semis. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va commencer à avoir de la dégradation. Ça va être attractif pour la mouche des semis. Et finalement, les champs qui sont fraîchement labourés, riches en humidité ou en matière organique, contrairement à des champs sans travail de sol, ces derniers, en fait, les champs labourés, riches en humidité, vont être attractifs pour la mouche des semis. Finalement, le dernier facteur de risque, l'historique d'infestation. Donc là, comme je le disais un petit peu plus tôt, les risques d'infestation vont être plus élevés uniquement si on
on fait des pratiques agronomiques qui favorisent le ravageur. Donc, on en a parlé, l'utilisation de fumier, l'utilisation d'engrais verts, la présence de débris de culture en décomposition en forte quantité et également la quantité importante de mauvaises herbes vont favoriser la présence de la mouche des semis dans les champs. Donc, pourquoi une attraction pour les amendements organiques? En fait, la larve est particulièrement vulnérable au manque de nourriture. Donc, ça va causer une forte mortalité. Et donc, les mouches vont avoir tendance à venir pondre proche de la matière organique en décomposition, ce qui va permettre de supporter les larves jusqu'à ce qu'elles retrouvent des grains ou des racines ou des tiges pour pouvoir compléter leur cycle de développement. Donc, l'attraction et la ponte est stimulée par des signaux olfactifs. Donc, ça, c'est vraiment la mouche arrive à percevoir ces signaux, ce qui va favoriser la ponte. Donc là, dans ces signaux, on parle de matière organique en décomposition, on parle de graines en germination aussi, bien que ça attire des faibles populations, mais on a quand même une attraction face à ces graines en germination. Les sols qui vont être fraîchement cultivés vont dégager des signaux olfactifs qui vont être attractifs pour la mouche des semis. Et finalement, tous les métabolites qui vont être produits par certains micro-organismes qu'on retrouve sur les grains ou dans la matière organique du sol, tout ça, en fait, ça va attirer la mouche des semis parce que ces métabolites vont être directement assimilables par la larve, ce qui va contribuer à favoriser son développement. Donc, les semis qui sont en émergence sont préférentiellement choisis pour la ponte comparés à des semis en germination ou des stades plus avancés. Et l'attraction des femelles et la stimulation de l'oviposition, donc là, on parle de la ponte, va être liée à ces substances qui sont sécrétées par les micro-organismes qui se développent à partir de la matière organique. Donc, la matière organique, pour se dégrader, il y a des bactéries, des micro-organismes en fait, qui dégradent cette matière organique. Et donc, il va y avoir des gaz qui vont être relâchés, puis ces gaz en fait, vont être attractifs pour la mouche des semis. Donc, les micro-organismes qui sont capables de convertir ces substrats organiques en métabolites, ça va être directement assimilable par la larve, puis ça va être attractif pour la ponte. Donc là, je vous prends un exemple. Tout ce qui est micro-organisme qui est associé à la rhizosphère des fèves de Lima, ça augmente en fait tout au long de la période de développement du semis jusqu'à l'émergence. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a vraiment une attractivité de la mouche des semis au moment des semis, en fait, jusqu'à la levée de la culture. Maintenant, je voulais vous parler de la méthode de dépistage de la mouche des semis. Donc, on peut utiliser différents outils pour dépister la mouche. Donc, au niveau des adultes, on peut utiliser des pièges-bols jaunes. C'est simplement appliqué avec un bol dans lequel on met une solution d'eau avec 2-3 gouttes de liquide vaisselle. Puis ça va permettre de capturer les mouches des semis. On peut utiliser également des plaquettes collantes jaunes ou encore du filet fauchoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les plaquettes collantes jaunes, c'est des méthodes simples. Par contre, l'identification est difficile à faire à cause de la colle. Donc, on a vraiment l'insecte qui vient se coller. Puis, tout ce qui est caractère d'identification, on n'est pas capable de les voir. Donc, on ne peut pas identifier à l'espèce les insectes. Alors que le piège-bol jaune, c'est vraiment une bonne alternative. C'est assez facile à mettre en place. Quelques gouttes d'eau de l'eau avec quelques gouttes de savon. Puis ça permet de faire un bon piège pour suivre les adultes de mouches des semis. Donc, quand est-ce qu'il faut dépister les adultes? Durant le mois de mai jusqu'au début juin. Le pic de mouche arrive généralement à la longue fin de semaine de mai. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et finalement, si on veut faire des plaquettes, il suffit de faire des changements chaque semaine des plaquettes collants jaunes. Et si c'est des pièges bol jaunes, bien sûr, en fonction de la température, etc., il va falloir faire des changements aux 2-3 jours en fonction de l'évaporation qu'on peut observer au niveau des pièges. Par contre, je veux bien souligner que ce n'est pas parce qu'on dépiste la mouche des semis adulte dans les champs que forcément on va avoir des dommages au niveau des larves. Donc, il faut savoir que la mouche des semis va être attirée dans un champ, mais on en a partout. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des adultes qu'on va forcément avoir des pontes dans le champ puis qu'on va forcément avoir des dommages. Donc ça souligne en fait qu'il faut faire des dépistages également de plants ou dans le champ pour détecter les larves de mouche des semis. Bien sûr, c'est généralement trop tard pour intervenir lorsqu'il y a des dommages qui sont observés, mais c'est essentiel de faire des dépistages pour relier les problèmes avec le ravageur. Donc, c'est pas parce qu'on a des manques à la levée ou ce genre de choses que c'est forcément la mouche des semis. C'est pour ça qu'il faut aller dépister pour être sûr que l'insecte, pour déterminer que ce soit l'insecte qui est en cause. Au niveau du dépistage des larves, c'est assez simple. On peut marcher dans le champ,
On va cibler des zones qui présentent des manques à l'alvé. On déterre les plants, puis on observe la présence de larves sur les plants. Donc, en général, les 2-3 cm de terre autour, on est capable de voir s'il y a des larves, et on regarde également les grains pour voir si on voit des petites galeries. Donc, on fait ça à plusieurs endroits dans le champ. En général, on prend 1 mètre linéaire à 5 stations dans le champ, ce qui nous permet d'avoir une idée de la présence de mouches. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut privilégier les endroits où les graines n'ont pas germé, puisque c'est là où on va avoir les problèmes de levée. Il faut vérifier fréquemment la présence de larves, notamment quand on est en période de germination de la culture, et également les galeries dans les grains. On n'a aucun seuil d'intervention au Québec au niveau de la mouche des semis. D'ailleurs, je pense même au Canada. Par contre, il y a certaines publications qui rapportent que 40 larves par grain, c'est énorme, mais ces 40 larves par grain de maïs causeraient une forte diminution de l'alvé. Au niveau des stratégies de lutte, on n'a aucun traitement curatif. Donc, les stratégies qu'on va mettre en place visent principalement à être préventives. Donc, la première, on va avoir diverses pratiques agronomiques qui peuvent minimiser les infestations. On va voir tout d'abord la lutte physique culturelle, la lutte biologique, puis la lutte chimique. Au niveau de la lutte physique et culturelle, il n'y a aucun cultivar qui est résistant à la mouche des semis. Donc ça, on ne peut pas choisir de variétés tolérantes à la mouche. Ça va principalement viser à faire des semis dans des bonnes conditions qui vont favoriser une germination rapide. Donc là, une culture qui va être adaptée au type de sol. Les sols légers à mi-lourd vont avoir du mal à se réchauffer rapidement, et donc les sols légers à mi-lourd vont se réchauffer rapidement, donc ils vont être moins à risque. Donc tous les champs où on va avoir des rétentions d'eau, etc., vont être plus favorables à la mouche des semis. On va privilégier des variétés qui vont lever rapidement. Donc ça permet d'écourter en fait la période de risque pour la mouche des semis. La préparation du lit de semence également est importante pour favoriser une germination rapide et homogène au niveau de la culture. Une profondeur de semis qui est adaptée à la culture. Donc, quand c'est plus profond, on va favoriser l'émergence plus rapide. Et des températures et d'humidité du sol. Il faut semer dans un sol qui est réchauffé, pas trop d'humidité. Les sols secs ou trop humides, par contre, sont évités pour la ponte. Les semis tardifs sont préférables lors de printemps frais et humides, puisqu'on va écourter la période quand on est dans un sol réchauffé. Éviter les semis lors du pic d'activité de vol de la mouche. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un modèle prédictif qui permet de savoir quand est-ce que la mouche des semis est présente, le maximum le pic de mouche. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est à peu près à la 3e semaine la longue fin de semaine du mois de mai. Mais le réseau d'avertissement phytosanitaire aussi publie normalement chaque année les dates pour chacune des régions au Québec d'activité de vol de la mouche. Finalement, on peut augmenter la dose lorsque les conditions ne sont pas optimales. Ça permet de compenser un petit peu les pertes, mais c'est sûr qu'on ne peut pas non plus augmenter la dose énormément. Mais si on a des pratiques à risque ou ce genre de choses, ça peut être quelque chose qui peut être envisagé pour compenser les pertes qu'on peut avoir. Ensuite, les dommages causés par la mouche des semis vont augmenter avec le travail du sol et vont se produire rarement dans les systèmes en semis direct. Donc là, encore une fois, en fonction des pratiques culturelles qu'on va avoir, on peut influencer ou non la présence de la mouche des semis. L'enfouissement de matière organique fraîche, il faut le faire le plus longtemps à l'avance. On parle de faire ça à l'automne ou 2-3 semaines avant le semis. Les retours de prairies, les cultures de couverture vont être incorporées à l'automne ou tôt au printemps, encore une fois, pour éviter la dégradation ou pour au moins commencer la dégradation, que ça devienne un peu moins attractif pour la mouche des semis. Il faut favoriser la décomposition des matières organiques, tout ça, ça va permettre de réduire l'attrait des femelles qui vont être fécondes. Finalement, l'utilisation de modèles prédictifs pour le semis, comme je disais tout à l'heure, ça peut être important parce que si on sait qu'on a un pic de mouche, si on est capable de moduler un petit peu la date de semis, ça peut permettre de passer au travers d'une infestation. Donc là, on parle de 450 degrés jour depuis le labour de la matière organique. Ceci permettrait à la mouche des semis de finir son développement et de migrer à un autre hôte, et donc la culture il n'y aurait pas de problème au niveau de la culture. Au niveau de la lutte biologique, on n'a aucun produit de lutte biologique qui est actuellement homologué contre la mouche des semis. Par contre, il y a des biopesticides à base de spores, de champignons entomopathogènes. Donc ça, c'est des champignons qui vont se développer sur les insectes, comme on peut voir sur la première photo en haut à droite. Donc là, il y a un champignon qui s'appelle Metarhizium anisoplié
lui est utilisé en fait dans les cultures non alimentaires, dans les serres et les pépinières. Donc ça, c'est non spécifique, c'est-à-dire que ça va toucher tous les larves d'insectes. Par contre, il n'y a aucune étude qui a été conduite sur son efficacité au niveau de la mouche d'Esmy, mais c'est des choses qui sont à l'étude et qui pourraient un jour devenir possibles d'utiliser pour la mouche d'Esmy, par exemple. La présence d'ennemis naturels est peu marquée du fait du développement de la larve dans le sol. Donc là, on va parler plutôt de parasitoïdes ou de mouches prédatrices qui peuvent avoir un certain impact. Les staphylins, comme on peut voir en bas à droite, ça, c'est des insectes qui vont se déplacer à la surface du sol, qui, eux, peuvent avoir un rôle significatif dans le contrôle des diptères, donc des mouches d'une manière générale, dans les brassicacées. Les champignons entomopathogènes aussi sont présents naturellement dans les champs et peuvent avoir un certain impact sur les mouches adultes, comme on peut voir en haut à droite. Les oiseaux aussi vont exercer une certaine prédation sur les pupes et sur les mouches adultes. Et finalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun qui est considéré comme important pour pouvoir avoir un contrôle assez efficace des populations de mouches d'Esmy. Mais ils sont quand même présents et peuvent aider ou contribuer à maintenir des populations, avoir un impact sur la mouche d'Esmy. Finalement, au niveau de la lutte chimique, les traitements de semences insecticides sont utilisés de manière préventive, puisqu'on n'est pas capable de prévoir quand est-ce qu'on va avoir de la mouche d'Esmy, et également qu'il n'y a aucun traitement qui est curatif. Et ces derniers devraient donner une protection adéquate, sauf quand on a vraiment des très, très fortes infestations. Donc, les semences enrobées peuvent être considérées quand on va faire des semis dans des conditions fraîches et humides, ou suivant immédiatement le labour ou l'application d'un amendement organique. Donc ça, c'est encore une fois, on peut utiliser les traitements de semences quand on est dans des situations où on va avoir des facteurs de risque que je vous ai énoncés tout à l'heure. Les champs à risque, les champs riches en matière organique, qui ont déjà eu des problèmes de mouche d'Esmy, par exemple, peuvent bénéficier des semences enrobées. Les champs qui ont connu ou qui ont reçu une grande quantité de fumier récemment incorporé vont être plus à risque. Les champs où plusieurs facteurs de risque sont réunis, on peut utiliser les traitements de semences également. Finalement, les champs avec les antécédents d'infestation, uniquement lorsqu'on a des pratiques agronomiques qui favorisent la présence du ravageur. On n'a aucun traitement pour échapper les cultures autre que le resmi. En Ontario, des champs avec moins de 11 000 plants à l'acre pourraient devoir être semés. Ça, c'est dans le cas du maïs sucré. Et finalement, la date de ressemis, si jamais ça doit être envisagé, là, il faut le faire en fonction de la taille des larves. Donc, plus les larves vont être grosses, plus elles vont arriver proches à se transformer en pupe et en adulte. Et donc, il faut essayer de viser de faire des ressemis quand les larves arrivent proches de leur transformation en pupe, parce que là, on va avoir une fenêtre de une semaine à 15 jours où on ne va pas avoir de larves dans le champ. Et donc, la culture va être pas endommagée par cette génération de mouches de semis. Donc, je voulais aussi vous parler de la ligne directrice sur les semences enrobées aux insecticides dans la culture de maïs et de soya. Donc ça, c'est un outil d'aide à la décision quant à l'utilisation de tout type de traitement de semences insecticides. Et bien sûr, dedans, il y a tout ce qui est facteur de risque pour la mouche d'Esmy. Il y a tout expliqué à l'intérieur. On parle des différentes stratégies d'intervention qu'on peut faire au niveau de la mouche, les facteurs de risque, tout ce qui va influencer en fait la présence de la mouche d'Esmy. Puis il y a également aussi un outil d'aide à la décision pour déterminer si oui ou non on devrait utiliser des traitements de semences ou non. Donc là, ça fait le tour pour la première partie littérature. Maintenant, je vais vous parler des résultats de recherche et les travaux qui sont en cours au Sérum. Donc là, un des premiers projets était fait en 2017-2019. C'était un projet financé par le programme Prime Vert. Donc là, le titre du projet, ça visait à développer un modèle prévisionnel et d'évaluer les facteurs de risque pour la mouche d'Esmy dans les grandes cultures. Donc là, il faut savoir qu'il y a une fiche synthèse qui est disponible sur AgriRéseau et le rapport complet est également disponible sur AgriRéseau. Donc, moi, je vous présente les grands résultats, mais si vous voulez aller plus dans le détail, je vous recommande d'aller chercher le rapport qui est disponible sur AgriRéseau. 2019 à 2022, on a un projet en cours. Ce projet vise à optimiser les dates de semis pour une gestion intégrée des dégâts causés par la mouche d'Esmy, Delia platura en grande culture. Donc là, ça va être fait maïs et soya. En fait, c'est un projet qui est en cours au Sérum. Et finalement, en 2020, on a obtenu un projet
un projet de 3 ans, toujours financé par le programme Prime Vert, où là, ça vise à caractériser, on veut déterminer les caractéristiques des champs et les facteurs agronomiques qui favorisent la mouche des semis dans les grandes cultures. Donc là, je vais vous parler des résultats du premier projet qui visait à développer un modèle prévisionnel. Comment on a fait? En fait, on a développé un modèle qui est basé sur les degrés jours, donc l'accumulation de degrés jours par la mouche des semis. La mouche des semis, sa température de développement, c'est 3,9 degrés. C'est-à-dire quand on a une journée où la température moyenne était supérieure à 3,9 degrés, on accumule des degrés jours. Si on est au-dessous, on n'en accumule pas et donc le développement s'arrête, entre guillemets. Donc, basé là-dessus, on est capable de définir en fait une courbe d'accumulation des degrés jours et par la suite, on est capable de savoir quand est-ce qu'on va avoir différentes générations de mouches des semis. Donc là, l'idée, c'était vraiment de développer le modèle et par la suite, on voulait valider le modèle. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé des pièges bols jaunes pour suivre les populations d'adultes. Puis tout ça, ça nous permet d'avoir la dynamique de la population au cours du temps. Et toutes ces données sont ensuite ajoutées dans le modèle pour justement essayer d'optimiser nos prédictions. Donc là, c'est un graphique qui vous montre les degrés jours prédits versus les degrés jours réels. Donc, quand on est sur la ligne pointillée, c'est-à-dire que ce qu'on prédit est exactement égal à ce qu'on observe dans le champ. Donc là, notre premier modèle, en fait, qu'on a développé sur la base de données qu'on avait, était pas forcément très, très bon. Il était très bon pour prédire des pics de mouches de 0 à 10% jusqu'à 40%. Par contre, par la suite, on n'était vraiment pas précis. Mais ce qu'on regarde, c'est plus on a fait des piégeages au cours du temps, puis plus on a injecté ça dans le modèle pour l'entraîner, puis plus on a réussi à remonter en fait notre ligne de prédiction où là, on est presque parallèle en fait à notre ligne pointillée qui au final est ce qu'on prédit égale ce qu'on observe. Donc là, on a un modèle qui est assez bon pour prédire quand est-ce que la mouche va être présente dans les champs, les mouches adultes. Une deuxième partie de ce projet, c'était vraiment de caractériser en fait les engrais organiques utilisés dans le maïs et dans le soya. Donc là, on avait 4 types d'engrais qu'on utilisait, le fumier de bovin, du fumier de poulet, du lisier de porc et on avait un contrôle qui était de l'engrais minéral pour voir si oui ou non ces pratiques agronomiques favorisaient la présence de la mouche des semis. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait des enfouissements à différents temps. Il y en avait un qui était fait à l'automne précédent. Ça a été fait seulement pour le fumier de bovin, fumier de poulet et lisier de porc. On ne l'a pas fait avec l'engrais minéral, bien sûr. Mais sinon, ce qu'on a fait, c'est que 2 semaines avant le semis, on enfouissait, on étalait les fumiers, puis on les enfouissait. Ça a été fait également 1 semaine avant le semis, le jour du semis, ou même laissé en surface et par la suite, on semait directement. Donc, le semis a été fait à la date prédite du pic d'activité grâce à notre modèle. Donc là, bien sûr, on voulait optimiser en fait la présence de la mouche et d'avoir des pontes pour pouvoir déterminer si oui ou non les engrais étaient plus ou moins attractifs pour la mouche des semis. Donc au niveau de qu'est-ce qu'on a fait en fait, on a fait le suivi des dommages aux plantules, donc tout ce qui est grains, tiges, racines, et l'abondance des larves aussi qu'on pouvait observer au niveau des plants. Donc ça a été fait 1 fois par semaine pendant 3 semaines à partir de l'émergence des plants. Et finalement, on a également évalué le peuplement et le rendement sur 2 rangs en fin de saison pour déterminer si oui ou non on avait un impact, qu'on arrivait à corréler la présence de larves en début de saison ou des dommages avec la perte de rendement qu'on peut observer en fin de saison. Donc ce tableau ça vous résume un petit peu les différentes visites. Donc comme je vous disais, on a fait 3 visites au cours de chacune des années. Donc ici pour 2017, en bas pour 2018. On avait les différents stades de maïs. Donc les 2 premières visites en 2017 ont été faites. Puis là, on n'avait pas une bonne technique pour dépister la mouche du semis. Donc c'était vraiment, on essayait des techniques. C'est pour ça que je ne présente pas les résultats parce qu'on n'est pas capable de les comparer. Par contre, une fois qu'on avait validé notre méthode, on a pu comparer les résultats. Donc la vraie méthode, en fait, a été déterminée seulement au 3e dépistage, donc stade V5. On avait un 10% de grains qui présentaient des dommages. Pourcentage de plants endommagés, donc c'est ça, 10% des grains. On avait 3% au niveau des racines, rien au niveau de la tige. Et on avait 3,4% des plants qui présentaient des larves. Par contre, en 2017, on se rend compte que pour la 3e visite, qui était faite à peu près au même moment, on avait des résultats qui étaient similaires, à une faible proportion de plants avec des larves et des dommages qui étaient de l'ordre de 10 à 15%.
Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on est à des stades pas avancés, mais très tôt dans la saison, juste après la germination des grains, là, on se retrouve avec des grains qui ont des pourcentages de plants endommagés qui sont plus élevés et également des pourcentages de plants avec des larves qui est beaucoup plus élevé. Donc tout ça, en fait, c'est en lien avec le développement de la mouche. C'est-à-dire qu'ici, on est en plein stade où les mouches ont pondu, les larves vont se développer, donc on observe assez fréquemment les larves. Alors que si on attend trop tard dans la saison, comme au stade V5 ici, bah, en final, le cycle de développement est déjà fini, la mouche larve est déjà rendue adulte et donc on n'observe pas de plants avec des larves. On est rendu à peu près au 13 juin, alors qu'au 31 mai, c'est vraiment le moment où on peut observer le plus de larves. Donc là, je vais vous présenter seulement les résultats pour 2018, mais il faut savoir qu'on a eu les résultats à peu près similaires pour les 2 années. Donc, ici, ce graphique vous présente la proportion de plants infestés qu'on va avoir en pourcentage. Donc, on parle de 0 à 100% pour différents types d'engrais. Donc, EM pour l'engrais minéral, FB pour le fumier de poulet, le fumier de bovin, pardon, fumier de poulet et le lisier de porc. Puis là, comme je vous disais, on a fait 3 visites. Donc, ça, c'est notre première visite. La deuxième visite qui s'est faite une semaine après et la troisième visite encore une semaine après. Donc là, quand on regarde le fumier de poulet, on a vraiment des fortes proportions de plants qui présentent une infestation quand le fumier de poulet est enfoui 2 semaines avant, une semaine avant ou le jour du semis. Donc, quand on a enfoui du fumier de poulet, que ça soit 2 semaines avant, là, on va avoir des problèmes de mouche des semis. Finalement, le fumier de bovin et le lisier de porc, donc comme on peut voir ici et ici, eux vont favoriser la présence de plants infestés par la mouche des semis quand il est enfoui le jour du semis. On n'a pas de différence à la visite 2 et 3, donc l'essentiel des plants endommagés qu'on observait, c'était vraiment à notre première visite, donc très peu de temps après l'émergence. Et finalement, ça pourrait expliquer aussi pourquoi on en a moins après, parce que les larves sont rentrées en pupe ou ont déjà émergé en adulte. C'est pourquoi on a beaucoup moins de dommages observés pour les visites plus tardives. Si on regarde maintenant la proportion de plants endommagés, donc, pardon, c'était la proportion de plants infestés avant, donc c'était la proportion de plants qui présentaient des larves. Si on regarde maintenant les dommages, on a une excellente corrélation avec ce qu'on a observé plus tôt, c'est-à-dire que les plants qui présentaient des larves, c'est bien sûr aussi les plants qui présentaient énormément de dommages. Donc encore une fois, fumier de poulet, très attractif pour la mouche des semis, présence de larves, présence de dommages. Même chose pour le fumier de bovin et le lisier de porc quand c'est enfoui le jour du semis. Donc là, on va favoriser les dommages. Si on regarde maintenant les peuplements, donc peuplement en maïs, pour les différents engrais, donc engrais minéral, fumier de bovin, fumier de poulet, lisier de porc. Ici, je vous ai mis des flèches pour vous montrer là où on avait vraiment la présence de larves et la présence de dommages qui était importante. Mais pour autant, on n'a pas de perte de peuplement dans les essais qu'on a conduits. Si on regarde maintenant les rendements, encore une fois, je vous ai mis là où on avait énormément de larves, les plus fortes infestations. Ce n'est pas forcément assez sur ces traitements où on a observé des pertes de rendement. La seule différence significative qu'on a observée, c'est dans le fumier de bovin laissé en surface. Et là, en fait, ce qu'on suppose, c'est qu'il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence significative avec notre témoin, l'engrais minéral ici. Et ces deux parcelles, en fait, étaient côte à côte. Donc, on suppose qu'il y a probablement un effet local plutôt qu'un effet qui est lié à la mouche des semis. Mais sinon, pour le fumier de poulet, qui était le plus endommagé, par exemple, on n'a vraiment aucune différence significative en termes de perte de rendement. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec ce projet? Finalement, c'est que les engrais organiques, notamment le fumier de poulet, va favoriser la présence de larves de mouche des semis et les dommages aux grains, sauf quand c'est enfoui à l'automne. Donc ça va être, si on utilise du fumier de poulet, c'est à utiliser avec précaution ou c'est à enfouir vraiment le plus tôt au printemps pour éviter d'avoir une attraction par la mouche des semis. Fumier de poulet, fumier de bovin, lisier de porc, d'une manière générale, les amendements organiques qui sont enfouis très proches de la date du semis, donc là on parle du jour du semis, vont favoriser les dommages de mouche des semis. Au niveau des dates d'enfouissement, ça va dépendre du type d'engrais organique utilisé, mais d'une manière générale, plus on enfouit nos matières organiques tôt dans la saison, moins on aura de problèmes avec la mouche des semis, pas plus tard, mais au moment du semis. Donc, il faut que la période soit la plus longue entre l'enfouissement et le semis pour s'éviter les problèmes de mouches. Finalement, la période à risque, elle est relativement courte parce qu'on voit que dès l'émergence, on commence à avoir une
moins de plants qui sont endommagés. Tout ça, on l'a vu parce que les évaluations qui étaient éloignées de la date du semis, ben, on avait la proportion avec présence de larves était beaucoup plus faible. Finalement, le seuil d'abondance pour impacter la culture, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi parce qu'on avait quasi 25% des plants dans notre essai qui étaient endommagés ou qui avaient une présence de larves. Et pour autant, on n'a pas observé une baisse de rendement ou une baisse de peuplement. Donc, est-ce que ça prend des quantités très, très importantes de mouches des semis pour avoir un impact sur la culture? Ça c'est encore des questions qui restent en suspens. Donc ça fait le tour pour le premier projet. Là, je vais vous parler du deuxième projet qui est en cours en ce moment au CEROM, donc financé par le programme Prime Vert, qui vise à optimiser les dates de semis pour la gestion intégrée des dégâts causés par la mouche des semis. Donc là, le premier objectif, c'est vraiment d'optimiser la date du semis. Ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'il faut semer pour s'éviter les problèmes de mouches. Et finalement, le deuxième, c'est d'étudier l'impact des nouveaux traitements de semences. Donc là, on parle des traitements de semences du groupe 28, qui est chlorantraniliprole, cyantraniliprole, sur la gestion intégrée des dommages pour la mouche des semis. Et finalement, on veut affiner aussi notre modèle prédictif, mais à l'échelle du Québec. Donc là, on essaye d'avoir des participants qui veulent prendre des pièges bols jaunes pour capturer la mouche des semis dans différentes régions. Comme ça, nous, on peut affiner notre modèle puis avoir des prédictions qui vont être faites en fonction des différentes régions au Québec. Donc, si on reprend tout à l'heure notre pic de mouche des semis qui arrive à peu près la longue fin de semaine de mai, on parle du 20-21 mai, nous, on a fait des semis en fait, qui étaient réalisés tous les 2-3 jours, à peu près 2 fois par semaine. Donc, au total, on avait 11 dates de semis, dont une qui a été faite au pic de mouche des semis pour voir si oui ou non, quand on s'éloignait du pic, ben là, on avait moins de dommages, ou si au contraire, quand on se met au moment du pic, on augmentait les dommages de mouche des semis. Donc, toutes nos parcelles n'avaient aucun traitement de semences, puisqu'on veut vraiment voir l'impact. Et les parcelles, on utilisait aussi du fumier de poulet parce qu'on voulait attirer la mouche des semis. Donc, par la suite, on faisait des dépistages du peuplement et également le rendement en fin de saison pour déterminer l'impact. Donc, au niveau des résultats de 2019 et 2020 et les perspectives 2021, au niveau des infestations, on avait des faibles infestations de mouches des semis dans nos essais. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que dans les essais où il y avait du fumier de poulet, ben, on avait plus de mouches de semis. Donc, encore une fois, on confirme l'attractivité du fumier de poulet pour la mouche des semis. La problématique de mouche des semis serait plutôt dans le maïs que dans le soya. Donc, nous, sur nos 2 années d'essai, les larves étaient beaucoup plus présentes dans le maïs et très, très faiblement présentes dans le soya. Donc, encore une fois, est-ce que la mouche des semis est capable de choisir, entre guillemets, sa culture? Ben, c'est quelque chose qu'on se pose la question, mais sur les 2 années, c'est ça qu'on observe. Finalement, on a un pic de dommages et de larves qui se retrouve à peu près au début juin. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand je vous dis qu'on a un pic de population de mouches des semis qui arrive à la longue fin de semaine de mai, bah, si on rajoute 2 semaines, on se retrouve début juin, et puis c'est là où on observe un maximum de dommages au niveau de la mouche des semis dans l'essai. Puis encore une fois, les dates semées au pic ou après le pic ont bien souvent plus de problèmes de mouche des semis que quand c'est semé avant le pic. Ensuite, on a fait également des expériences de ponte en laboratoire. Donc là, on essaye de déterminer c'est quoi le stade phénologique préféré pour la mouche des semis. Donc vraiment intéressant les résultats préliminaires qu'on a eus. On n'a pas de ponte dans les 2 semaines qui suivent leur émergence. Donc, quand on a un pic, ben souvent, on va avoir un problème de larves avec des dommages 2 semaines après. La ponte était maximale entre 14 et 18 jours après l'émergence de la mouche. Et on a une majorité des œufs qui vont être pondus dans les 24 heures. Donc, après 48 heures, on avait un petit peu de ponte, mais après 48 heures, il y a vraiment, dans nos essais, on ne voyait plus de ponte. On a l'impression que la mouche va vraiment pondre la majorité des œufs dans les 24-48 heures. Les plants les plus attractifs pour la ponte étaient les plants qui étaient avant la levée, avant l'émergence. Donc là, encore une fois, ça confirme un petit peu ce qu'on retrouve dans la littérature, où c'est vraiment les cultures en émergence, en germination, qui vont être attractifs pour la mouche des semis. Et vraiment intéressant, c'est que les résultats en champ et en laboratoire sont totalement en adéquation. Donc, on a des fortes abondances et des proportions de plants endommagés qui vont être observées 2 semaines après le pic d'émergence. Donc là, pour les 2 dernières années, ça tournait aux alentours du 8 juin pour les dates semées proches du pic.
Finalement, le troisième projet, c'est un projet qu'on a obtenu en 2020, donc en avril 2020, qui a commencé cette année, toujours financé par le programme Prime Vert et qui est en collaboration avec le Collège Montmorency. Donc, je collabore avec François Fournier, qui est un expert en mouches de semis. Et l'objectif de ce projet, c'est vraiment de documenter les caractéristiques des champs et les pratiques agronomiques qui favorisent la mouche des semis. Deuxième objectif, c'est de valider si les caractéristiques qu'on a mises en lumière sont vraiment attractives pour la mouche des semis. Puis on va valider ça au champ et à la fois en laboratoire, au laboratoire justement du Collège Montmorency. Donc, comment on a commencé ce projet? En fait, on avait une base de données pour laquelle on avait des dépistages de vers fil de fer, mais dans lesquels la présence de mouches d'esmie était également notée. Donc là, on a pris cette base de données, puis on a essayé de déterminer c'était quoi les facteurs qui faisaient qu'on avait de la présence de mouches. Donc, on s'est retrouvé avec une base de données de 528 champs qui représentent 13 régions au Québec. Et on avait un total de à peu près 1940 relevés. Donc ça, on a gardé seulement les relevés au printemps où la mouche des semis était la plus abondante. Et au final, notre base de données finale, on avait 513 sites. Donc ça, c'est quand même une belle base de données pour essayer d'aller voir c'est quoi les caractéristiques des champs. Et on a regardé la variable réponse, en fait, c'était soit la présence, soit l'abondance de larves. Et les variables explicatives, donc ce qu'on essaye de déterminer, il y a vraiment beaucoup de variables. Donc là, on regarde, est-ce que la région va influencer la présence de mouches des semis, la latitude, la longitude? Est-ce que l'élévation, la superficie du champ, la présence de mauvaises herbes? On parle aussi des caractéristiques de sol, donc tout ce qui est texture de sol, le pourcentage de matière organique et finalement, tout ce qui est pratique culturelle. Donc là, quand est-ce que la culture a été semée, s'il y a eu du travail de sol, quel type de travail du sol, la fertilisation organique qu'on a eue au printemps, les précédents culturaux de l'année 0, de l'année d'avant, 2 ans auparavant, puis 3 ans auparavant, finalement la présence de traitement de semences. Donc tout ça, on a mis ça dans un espèce de modèle qui, lui, va nous faire ressortir, en fait, c'est quoi les caractéristiques qui permettent d'expliquer la présence de mouches des semis. Donc au niveau de la présence de larves, dans notre base de données, on avait 1275 larves qui ont été capturées au total. Base de données de 2011 à 2020, donc on a quand même pas mal de données. 89 champs sur 513 qui présentaient des larves de mouches des semis. C'est 20%, un peu moins de 20% des champs pour lesquels on avait des mouches des semis. Par contre, c'est ça, on n'avait aucune larve dans 424 champs. Les taux de capture étaient très, très faibles. Donc là, on a 50% des champs qui présentaient entre 0 et 0,3 larves par piège. Donc, c'est relativement faible. Quand on augmente notre fourchette de 0 à 1 larve par piège, c'est un peu moins de 70% des champs. Puis quand on regarde des 5 larves par piège, donc là, ça commence à avoir un petit peu plus de mouches, c'est un peu moins de 20% des champs qui présentent des taux de capture un peu plus élevés. Donc là, d'une manière générale, on a quand même une faible pression de mouches des semis au Québec. En tout cas, c'est ce qu'on suppose. Mais aussi, ça pourrait supposer que les pièges à poste, ce n'est pas forcément la bonne technique pour évaluer les larves de mouches des semis. Donc là, encore une fois, on essaye juste d'essayer de trouver une corrélation entre la présence ou l'absence, les caractéristiques qui nous permettent de déterminer la présence ou l'absence de mouches des semis. Si on regarde au niveau des résultats, donc comme je disais, notre modèle, il nous a ressorti en fait une sorte de hiérarchie de facteurs qui permettrait d'expliquer la présence de mouches. Donc, si on regarde ici, on a la région qui vient en premier, qui expliquerait 25% de la présence de mouches des semis. Ensuite, on parle du précédent cultural 3 ans auparavant. La date de semis est également importante avec 11,5%. La présence de mauvaises herbes, le travail de sol, la culture 2 ans auparavant. Ces 5 facteurs ici, 6 facteurs, pardon, représentent, ça expliquerait 67% de la présence de mouches des semis. Donc, si on prenait que ces facteurs, on serait capable, dans 70% des cas, de savoir où pourrait se trouver la mouche des semis. Ensuite, on a la latitude, l'élévation et la longitude. Ça représente, donc au final, c'est la localisation du champ, j'ai envie de dire. Ça représente 13%. Puis quand on regarde vraiment les caractéristiques de sol, qu'on parle de la texture de sol et le pourcentage de matière organique, ça représenterait 7,8%. Donc, si on regarde maintenant dans le détail, je vous disais que la région était un facteur important. Donc ici, ça vous donne
Ici, dans notre graphe, on est à 0. Donc, c'est-à-dire que quand on est à 0, ben, ça veut dire que ça n'influence pas la présence de mouches. Si on va dans le négatif, ben, on a moins de probabilité d'avoir de la mouche d'Esmy. Puis si au contraire, on va au-dessus, on a une plus forte probabilité d'avoir de la mouche d'Esmy. Donc ici, on a pour les différentes régions qu'on a une probabilité plus forte pour les régions comme le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale, l'Estrie, l'Anaudière, Montérégie-Ouest. Par contre, la présence de mouches d'Esmy va être plus faible dans les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, centre du Québec, la Mauricie, Montérégie-Est et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Finalement, quand on regarde la date de semis également, ben, la présence de mouches de semis va être plus faible pour les semis qui vont être effectués avant le 10 mai. Par contre, à partir du moment où on arrive au 10 mai, là, on a une augmentation qui est vraiment rapide, donc on peut le voir ici, entre le 20 mai et le 9 juin. Donc, encore une fois, ça correspond avec notre modèle prédictif qui dit que le pic de mouches des semis va arriver aux alentours du 20-22 mai. Ben, quand on commence à semer dans cette fourchette ben, pendant ces dates, on va favoriser, on peut favoriser la présence de mouches d'Esmy dans nos champs. La présence de mauvaises herbes également, c'est un facteur qui est ressorti assez fort. Donc ici, quand on n'a aucune présence de mauvaises herbes, on a une faible présence d'occurrence de mouches d'Esmy. Par contre, quand on a de la mauvaise herbe, on se rend compte qu'on va favoriser la présence de mouches. Travail de sol. Le travail de sol va être plus élevé. On va avoir une occurrence de mouches d'Esmy qui va être plus élevée pour les travaux de sol. Par contre, elle va être plus faible pour les semis directs. Et donc, tout ça, ça correspond encore une fois à ce qui était reporté dans la littérature. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et finalement, les précédents culturaux sont ressortis aussi comme des facteurs assez importants pour expliquer l'occurrence de mouches d'Esmy. Donc là, la culture de l'année 3 et la culture de l'année 2, 2 ans auparavant ou 3 ans auparavant, quand c'est en céréales, on va avoir une probabilité d'occurrence de larves de mouches d'Esmy qui va être plus élevée que si on est, par exemple, avec du maïs, une prairie ou du soya. Donc, en conclusion des résultats, c'est que la présence de mouches d'Esmy est relativement sporadique au Québec. Lorsqu'elle est présente, elle est présente dans des quantités qui sont relativement faibles. La majorité de la variation va être expliquée par six grandes variables. Région administrative, qui est relativement importante. Culture 3 ans auparavant, la date de semis va être importante. Puis ça souligne encore une fois l'importance de développer des modèles prédictifs pour pouvoir justement moduler la date de semis. La pression de mauvaises herbes est assez importante, le travail de sol et la culture 2 ans auparavant. Finalement, en 2021, nous, ce qu'on souhaite faire avec notre modèle, c'est pas notre modèle, mais notre modèle explicatif en fait des variables, c'est d'ajouter une nouvelle variable à l'intérieur. Donc, on aimerait ajouter la présence de cultures intercalaires, les stades de culture, la température de sol, la date de levée de la culture, le nombre de jours avant l'enfouissement d'engrais verts, etc. On veut essayer d'avoir un modèle qui nous permet de prédire c'est quoi les caractéristiques vraiment des champs qui permettent d'expliquer la présence de mouches de semis. On voudrait également inclure la présence de pupes, donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Et finalement, en 2021, on va faire des dépistages dans une trentaine de champs à travers le Québec qu'on va déterminer comme à risque pour justement aller valider nos facteurs de risque puis déterminer si oui ou non ça explique la présence de mouches de semis. Pour les perspectives 2021-2022, donc ça, c'est des études qui vont être faites au Collège Montmorency, mais en collaboration avec le CEROM. Et là, ça vise à caractériser l'attraction de la mouche d'Esmy aux différents facteurs déterminés comme favorisant sa présence. Comme je vous parlais tout à l'heure, le fumier de poulet, très attractif pour la mouche d'Esmy, il y a des dispositifs qu'on appelle des olfactomètres, où là, on peut mettre, par exemple, un plant de maïs en germination avec du fumier de poulet. Ici, on met un plant de maïs en germination, mais sans fumier. Puis, en fait, on a un dispositif en Y où on envoie des flux d'air. Ces flux d'air passent dans les tubes et vont se rejoindre ici dans le Y, puis vont être amenés au niveau de la mouche. Puis elle, la mouche, va remonter ce tube, en fait, puis va faire un choix. Et tout ça, ça va nous permettre de déterminer les signaux olfactifs qui vont être les plus attractifs pour la mouche d'Esmy. Puis tout ça, on va tester, bien sûr, des facteurs que nous, on juge importants au champ. Mais tout ça, ça va venir confirmer, en fait, c'est quoi les signaux olfactifs ou les pratiques agronomiques qui vont favoriser la mouche d'Esmy au champ. Puis par la suite, on va faire également des tests en cage
où on va lâcher des femelles qui vont être fécondes, puis on va leur donner, par exemple, le choix d'aller se pondre dans du maïs avec du fumier de poulet ou du maïs sans fumier de poulet, puis aller voir sur quelle plante, en fait, ils préfèrent aller pondre. Donc encore une fois, ça va venir confirmer les caractéristiques des champs qu'on juge comme, comme importantes pour la mouche des semis. Donc en conclusion, on a quand même pas mal de connaissances pour mettre en place une gestion intégrée de la mouche des semis, mais il y a de nombreux facteurs qui favorisent la présence et les dommages de mouches des semis qui restent inconnus. Donc on parle de composés attractifs, les stades de culture, les cultures les plus attractives. C'est quoi le seuil d'abondance aussi pour impacter la culture? Ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose puis qu'on aimerait approfondir. C'est un ravageur qui est présent dans la grande majorité des champs, mais les dommages sont souvent sporadiques puis imprévisibles. Et seuls quelques champs vont présenter des problèmes majeurs à chaque année. On a plusieurs facteurs de risque pour justifier l'utilisation. Ça prend plusieurs facteurs de risque pour utiliser des traitements de semences. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il y a la ligne directrice qui permet de vous aider pour l'utilisation des traitements de semences. Vraiment un document complet où on fait la liste des facteurs de risque. Je vous recommande d'aller voir cette ligne directrice. Donc, je finis par remercier toutes les personnes qui ont contribué aux différents projets. Donc, tous les gens du réseau d'avertissement phytosanitaire durable grande culture, vraiment important de collaborer avec eux. Collège Montmorency, donc notamment François Fournier puis Marc-André Villeneuve, qui eux nous fournissent l'élevage de mouches des semis, puis vont faire aussi des expériences. Toute l'équipe du Sérum pour la mise en place des essais au Sérum, bien sûr. Et finalement, le MAPAC au travers des financements Prime Vert pour les 3 différents projets qu'on a obtenus. Puis finalement, je vous remercie vous pour votre attention. Puis si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Marie-Ève aussi, je sais que tu partageras mon adresse courriel, mais si jamais vous avez des questions, il y a mon adresse courriel ici, donc c'est mon prénom.nom @serum.qc.ca. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis si vous voulez participer au projet pour le dépistage, je sais que nous, on va rechercher des champs à risque ou pas à risque pour justement essayer de favoriser, de valider les facteurs de risque. Donc, n'hésitez pas à me contacter au besoin. Merci beaucoup. Donc, voilà pour pour le prochain bloc de conférence. C'est une capsule d'information sur le plan d'agriculture durable qui va être présenté par Mme Anne Gilbert, ingénieure au MAPAC à la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 2011 et conseillère en agro-environnement et responsable du programme Prime Vert. Alors, merci. En fait, c'est ça, on m'a demandé aujourd'hui de vous faire une petite présentation sur le plan d'agriculture durable du MAPAC. Donc, à l'automne dernier, là, le ministre Lamontagne a annoncé ce plan-là fait que peut-être ce qui est à retenir ou les éléments clés là, du plan d'agriculture durable, c'est que ça se veut vouloir placer les productrices et les producteurs au cœur de l'action. Il y a des résultats concrets et mesurables qui sont visés par des actions ciblées. Ce qui est voulu, c'est l'accélération de l'adoption des pratiques agro-environnementales. Puis, on veut travailler de façon flexible et catalyseur et adapté à la diversité régionale. Alors, le plan d'agriculture durable, en fait, là, c'est cohérent avec les enjeux actuels. Ça permet de répondre à la majorité des recommandations qui ont été faites lors de la CAPERN, la commission sur les pesticides là, qu'il y a eu l'année dernière. Ça permet aussi, là, c'est en ligne avec le plan vert agricole de l'Union des producteurs agricoles, puis avec le plan pour une économie verte 2030 du gouvernement. Ça va permettre là, d'atteindre les cibles pour la réduction des gaz à effet de serre, puis ça répond aussi aux attentes des consommateurs au niveau du développement durable. Donc, le plan de l'agriculture durable, c'est un plan, c'est une politique en fait, ce n'est pas un programme comme tel, mais il y a quand même des sommes attachées à ce plan-là de 125 millions sur 5 ans. Ce qui est prévu, c'est de mettre 70 millions dans la reconnaissance de la rétribution là, pour les producteurs qui adopteront des bonnes pratiques, 30 millions pour le développement des connaissances, puis 25 millions pour le transfert des connaissances, la formation et l'accompagnement. Au MAPAC, là, on connaît déjà le programme Prime Vert. C'est du nouvel argent qui est annoncé.
Le prime vert, là, c'est à peu près la même chose aussi, là, environ 125 millions par période de 5 ans, là, comme actuellement, on est dans la période 2018-2023. Fait que c'est de la nouvelle argent, c'est de l'argent supplémentaire là, qui est accordé pour l'agro-environnement. Puis en plus, il y a eu une annonce là, qu'il y aurait des ressources additionnelles au ministère de l'Agriculture pour aider là, puis avoir plus de présence là, sur le terrain, puis de pouvoir agir davantage en agro-environnement avec les employés du ministère. Il y a 5 objectifs qui sont visés par le plan d'agriculture durable: réduire l'usage et les risques des pesticides pour l'environnement et la santé, améliorer la santé et la conservation des sols, améliorer la gestion des matières fertilisantes, optimiser la gestion de l'eau, puis améliorer la biodiversité. Puis, par rapport à ces objectifs-là, il y a des indicateurs et des cibles qui ont été identifiés pour permettre vraiment un suivi pour les 10 prochaines années. Les cibles ont été établies au niveau provincial, puis les cibles aussi ont été choisies en fonction de susciter de l'intérêt, puis d'avoir des cibles là, qui sont atteignables. C'est aussi ça se veut être intégrateur et cibler l'atteinte de résultats concrets. Puis, ils ont été choisis en fonction de pouvoir permettre aussi un suivi administratif simple et le plus précis possible. Puis, en fonction aussi des données, les cibles ont été choisies en fonction qu'on avait déjà des données disponibles, donc d'être capable de mesurer dès maintenant là, l'évolution des cibles. Fait que si on reprend les objectifs un peu pour préciser c'est quoi exactement les cibles qui sont visées, les indicateurs avec les cibles. Donc, pour réduire l'usage et les risques des pesticides, ce qui est voulu, c'est de réduire de 40 les risques pour la santé et de réduire de 500 000 kilos de pesticides de synthèse vendus, toujours c'est sur la période de 10 ans. Au niveau d'améliorer la santé et la conservation des sols, ce qui est visé, c'est que 75 des superficies cultivées seront couvertes en hiver par des cultures ou des résidus de culture. Puis aussi, qu'est-ce qui est visé, c'est d'avoir 85 des sols agricoles qui auront un pourcentage de matière organique de 4 et plus. Donc, c'est ça, c'est les cibles là, qui sont liées à cet objectif-là. Troisième objectif, améliorer la gestion des matières fertilisantes. Fait que la cible qui a été choisie, là, c'est de réduire de 15 les apports de matières fertilisantes azotées sur les superficies en culture. Pour optimiser la gestion de l'eau, le quatrième objectif du plan d'agriculture durable, les cibles, c'est d'améliorer l'indice de santé bentos des cours d'eau dégradés d'une classe ou de 15 unités. La santé bentos, là, c'est les micro-organismes vivants là, qu'on retrouve dans les cours d'eau, puis qui permet vraiment de voir selon la composition, on est capable d'établir la qualité de l'eau dans une perspective pas juste ponctuelle, mais ça reflète la santé du cours d'eau pour les semaines précédentes. Fait que ça permet là, d'avoir un indice plus précis. Là. Fait que le bentos, là, c'est vraiment les micro-organismes qu'on retrouve dans l'eau. Puis réduire de 15 la concentration en phosphore total des cours d'eau. Puis le dernier objectif qui est d'améliorer la biodiversité, l'indicateur qui a été choisi, c'est de doubler les superficies agricoles aménagées, c'est-à-dire les bandes riveraines élargies, les haies brise-vent et autres aménagements favorables à la biodiversité, donc d'augmenter ces superficies-là. Les moyens puis les mesures fortes là, qui ont été retenues pour la mise en œuvre, là, comme mentionné tout à l'heure, c'est la reconnaissance des efforts et des pratiques agro-environnementales mises en place par les productrices et les producteurs, passionnés, compétents et innovateurs. Donc, la mesure phare, c'est la rétribution des pratiques agro-environnementales. Exactement, c'est pas,
c'est pas encore clairement défini quelle pratique puis de quelle façon la rétribution va se faire. Actuellement, là, il y a un mandat qui a été donné pour définir ces paramètres-là. Puis ce qui est souhaité, c'est d'avoir un projet pilote quand même rapidement, là, déjà en 2021, d'avoir un projet pilote. Donc, à surveiller au cours des prochains mois. Aussi, parmi les moyens utilisés là, pour atteindre les objectifs, c'est le développement des connaissances. C'est un axe incontournable pour développer des pratiques agro-environnementales performantes. Alors, pour la mesure phare, c'est d'établir un partenariat de recherche sous la responsabilité du Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie et du scientifique en chef du Québec. Donc, il y a une entente de 5 ans là, avec le FRQNT pour mettre en place un réseau de recherche, donc améliorer là, l'acquisition des connaissances, le développement des connaissances. Puis la thématique ciblée là, par cette entente, c'est la santé et la conservation des sols ou la réduction des pesticides dans un contexte de changement climatique. Un autre moyen qui est privilégié là, pour le déploiement du plan d'agriculture durable, c'est le transfert optimal des connaissances dans une démarche intégratrice qui tient compte des mesures, des spécificités régionales et des entreprises agricoles, donc quelque chose qui ne va pas se faire de façon unilatérale là, à l'échelle de la province, mais qui va vraiment tenir compte des particularités régionales. Fait que la mesure phare, c'est le déploiement de modèles propices au transfert de connaissances et adaptés aux particularités. Donc, il y aura des cohortes d'entreprises agro-environnementales qui vont être formées pour permettre là, la synergie, puis l'acquisition de nouvelles connaissances, puis d'avoir de l'accompagnement et du réseautage. Encore là, c'est à surveiller. Là, c'est exactement le déploiement des cohortes là, est en train d'être être développé, mais on veut pouvoir déployer ça rapidement là, déjà à la saison 2021. Fait que ça va être à suivre là, pour voir de quelle façon ça va se déployer dans notre région. Un autre moyen, là, c'est d'accentuer là, la formation, d'avoir des formations structurées, accessibles dans toutes les régions du Québec, puis adaptées aux besoins des productrices et des producteurs agricoles et des autres intervenants. La mesure phare, ben, c'est le développement et la mise en œuvre d'un parcours structuré de formation continue en agro-environnement par l'ITA de concert avec les acteurs concernés. Puis, c'est sûr qu'on veut aussi encore axer sur l'accompagnement pour favoriser l'adoption à la ferme des pratiques agro-environnementales. Donc, la mesure phare, là, c'est un accompagnement professionnel mobilisé à l'atteinte des résultats et à la fine pointe en agriculture numérique et de précision. Ce qui est préconisé, c'est une approche mandat là, pour la livraison des services conseils. Donc, là aussi, il y a des changements qui risquent de s'en venir dans les prochains mois, fait qu'à surveiller. Puis aussi de travailler là, à la formation des conseillers en agriculture numérique et de précision pour aider là, à l'adoption des nouvelles technologies dans la gestion des intrants, entre autres, à la ferme. En conclusion, là, le plan d'agriculture durable, c'est un plan qui intègre et consolide divers leviers d'intervention, qui va assurer une approche concertée basée sur une vision commune, qui est catalyseur et intégrateur, qui assure une contribution significative des acteurs, qui place les productrices et les producteurs agricoles au cœur de l'action pour l'atteinte de résultats concrets et mesurables. Puis là, c'est tous ensemble qu'on peut contribuer au succès de l'agriculture de demain. Fait que c'était la petite présentation pour présenter le plan d'agriculture durable. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions. Merci beaucoup, Anne.